Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Salut Priscilla. Hello. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis évidemment, comme j'ai l'impression que je le dis à chaque épisode, ravie, mais c'est toujours vrai. Et je suis d'autant plus ravie puisque là, ce sera le premier épisode de la saison 2, qu'on enregistre finalement encore en 2024, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Mais tu as un parcours que je trouve hyper intéressant et que je voulais pouvoir porter aux oreilles des auditeurs. Donc voilà, sans plus attendre, comment est-ce que tu aimes te présenter ? Alors moi, je m'appelle donc Priscilla et j'aime bien dire que je suis curieuse de la vie et que je fais beaucoup de choses avec passion. Donc moi, c'est vraiment ce qui me guide. Si je suis passionnée, je peux aller très loin et dès que je sens que la passion s'en va, je me demande du coup vers où je peux aller ailleurs parce que je sais que je pourrais pas tenir sur le long terme comme ça. Donc voilà un petit peu pour on va dire ma personnalité. Et sinon moi j'habite en région parisienne, je suis maman de 2 petites filles et je suis du coup à mon compte. J'ai une société qui s'appelle Rainbow Communication et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Ça suffit les conneries, un petit peu à l'image du tien finalement, mais sur le thème de l'entrepreneuriat et la communication. Ouais. Et donc là, tu as ton assistant qui est avec toi, qui s'appelle Sun. Exactement, qu'on entendra peut-être au micro. Qu'on entendra peut-être, mais c'est autre. parfait. Lui aussi, il a des choses à dire et c'est important. Tout à fait. Mais j'aime beaucoup au passage la cohérence entre Rainbow Communication et le nom de ton chien, Sun. C'est vrai. Ça reste dans la météo. Parfait. Alors, Priscilla, du coup, je prononce bien le i parce que je l'avais mal fait au début. Il y a quand même la raison qui fait que je t'ai invitée, c'est que dans ton parcours, tu n'as pas toujours été avec Rainbow Communication. T'as fait autre chose avant. Oui, j'ai fait plusieurs choses avant. Donc moi, à la base, je suis juriste de formation et pendant que je faisais mes études de droit, j'ai aussi été photographe en auto-entreprise. Donc en fait, l'année où j'ai passé mon master de droit, j'ai aussi passé mon CAP photo. Donc voilà, pour la petite histoire. Et donc j'ai été juriste dans l'audiovisuel et moi j'étais vraiment spécialisée en propriété littéraire et artistique, donc tout ce qui est droit d'auteur, enfin voilà tous ces sujets-là. J'ai fait un petit bout dans ce domaine-là et puis après j'ai eu mes enfants et en fait par rapport aux horaires etc. je sentais que ça me correspondait pas vraiment, donc j'ai cherché un métier finalement un peu plus alimentaire mais qui me permettait d'être plus disponible. Donc j'ai fait un petit saut dans l'aérien, j'étais chargée clientèle du coup dans l'aérien et voilà. Et après ça du coup c'est après cette expérience-là que je suis devenue prof des écoles, un petit peu par hasard j'ai envie de dire, mais j'avais une camarade de promotion donc qui était aussi en droit avec moi, qui avait fini par être prof des écoles et en fait elle repartageait que dans mon département ils réouvraient en fait les inscriptions parce que finalement il y en avait pas assez et donc c'est comme ça que je me suis inscrite au concours et que la rentrée suivante je suis devenue prof des écoles. Extraordinaire. Donc effectivement, tu as fait énormément de choses dans ta vie. Oui. Alors donc je comprends que évidemment c'est là-dessus que je vais mettre mon focus. Tu as été prof des écoles, donc dans la fonction publique de l'État. Combien de temps tu as été prof des écoles ? J'ai été prof 5 ans. Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette expérience ? Là, je parle pas des élèves en tant que tels, mais en termes de valeurs, de projets, de bien-être, de motivation. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'investissement en fait des professeurs des écoles dans leur métier, surtout que moi j'ai exercé uniquement en zone prioritaire, donc les REP+ et les REP tout court. Du coup, on est vraiment sur un public qui a un grand besoin à tous les niveaux et donc c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est à quel point les profs qui sont sur ces secteurs-là donnent vraiment de leur personne pleinement. Et moi justement la première année quand j'ai été en REP+, j'étais sur un poste qu'on appelle fractionné, donc en fait chaque jour j'étais dans une classe différente et du coup chaque jour j'avais l'histoire de chacun de ces élèves là et du coup différent. Donc sur une semaine je voyais 90 élèves et je me disais que vraiment en REP+ ça devrait pas exister. Parce que en fait il y a tellement c'est chargé d'histoire etc. Que on devrait pas faire ça pour notre cœur et pour notre morale, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 ans ?
finalement? Alors en fait, moi, ça a démarré avant ces 5 ans-là. Déjà, moi, je savais que j'allais pas faire carrière dans l'éducation nationale parce que je me suis rendu compte, après coup que j'avais un grand besoin de liberté et du coup, liberté et éducation nationale, c'est pas franchement compatible, on va dire Faut le dire. et en fait, voilà et donc pendant, que j'étais prof, j'ai, commencé à apprendre la langue des signes. C'est un rapport avec la suite, hein et Mmh. du coup, j'ai appris la langue des signes et jusqu'à un certain niveau, je pouvais prendre des cours du soir. Donc c'était sur mes fonds personnels, sur mon temps personnel. Jusque-là, c'était bon. Sauf qu'arrivé à un certain niveau, on peut plus, on est obligé de faire des semaines, ce qu'on appelle intensives, donc ce sont des semaines complètes et évidemment, il y avait jamais pendant les vacances scolaires. Donc en fait, j'ai demandé une première fois si j'avais l'autorisation de m'absenter pendant, 1 semaine pour ça, on m'a dit non. Ensuite, j'ai demandé si ça pouvait être financé, on m'a aussi dit non et ensuite, j'ai aussi demandé si je pouvais, exercer, auprès d'enfants sourds et on m'a encore dit non. Et du coup, Mmh. ces noms successifs qui sont arrivés à plusieurs moments différents, ont fait qu'à force, je me suis dit en fait, ça m'a un peu poussée finalement vers la sortie parce que je me suis dit: «Mais je peux même pas apprendre, évoluer en fait, avoir une autre Mmh. compétence. En plus, c'est sur mon temps personnel avec mes sous». Donc initialement, je demandais rien et j'étais bloquée et en fait, c'est vraiment cette impression d'être bloquée qui, à force, devenait vraiment invivable pour moi et je me suis dit: va falloir que je parte parce que je vais pas supporter en fait, moralement d'être dans cette espèce de cage dorée». Mais c'est essentiel ce que tu es en train de dire parce qu'effectivement cette espèce de alors je vais utiliser les mots de carcan, de cadre, de case dans laquelle, beaucoup de fonctionnaires tu es pas la seule, hein, à me partager ce genre de remarques. Et moi aussi d'ailleurs, hein, je peux aussi parler pour moi. C'est-à-dire qu'on a des projets, on a des envies, et la réponse qu'on nous fait en face, c'est pas compatible. Mmh, C'est pas compatible parce que, ton temps est censé être, que pour la fonction publique, que dans le cadre de missions pour lequel tu es censé, exercer et ça, à certains niveaux, c'est pas entendable, en fait. mmh, Parce que, l'engagement, l'intérêt général, pour nous, ça va bien au-delà que juste nos missions, que juste ce temps-là. mmh. Bref, grand débat philosophique à suivre et du coup, à un moment, tu as pris la décision de partir? Ouais, exactement. En fait, entre-temps, le Covid est passé par là Ah oui. et Mmh. c'est là où je me suis dit: finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de continuer?» Tout le monde remettait un peu sa vie en question et Mmh. disons que j'ai un peu fait la même chose et je me suis dit: «Non, je peux pas continuer, il faut vraiment que je trouve autre chose et que je réussisse à partir». Non, non, C'est qui le chef? désolée C'est d'appeler qui du le boss? système, c'est grave, pardon. Il y a aucun souci. Je le laisserai peut-être à l'antenne, ça me fait trop rire. Et donc pour revenir sur ce que tu disais, tu as démissionné à proprement parler? Ouais, en fait, moi, j'ai démissionné mais ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant le Covid, comme moi, j'avais une santé fragile, j'étais plus en Mmh. classe. D'accord. Et pareil, donc j'étais plus en classe, on avait cette autorisation, de pouvoir rester chez nous avec ordre du médecin, bien évidemment. Et un jour, justement, quand le vaccin est sorti, il y a une secrétaire de l'inspection qui m'a appelée et qui m'a dit: voilà, je voulais voir avec vous comment vous pourriez, retourner en classe». Et en fait, moi, mon médecin m'avait dit que normalement, on n'a pas à m'appeler pour me dire ça, que c'est soit un médecin de la médecine du travail qui doit m'appeler ou Mmh. soit on doit le joindre lui directement, mais moi, en fait, on devait pas me joindre pour ça. Et là, du coup, on m'appelle pour ça et je dis: «Mais je comprends pas, est-ce que vous avez une délégation du médecin? Enfin, pourquoi je dois parler de ma santé avec vous?» Et là, on me dit: Comme, il y a eu, en gros, les vaccins qui sont apparus, on peut mettre des gestes barrières, donc est-ce que vous, en gros, vous comptez vous faire vacciner?» Et j'ai trouvé ça mais tellement gros. Je dis: «Mais en Mmh. fait, moi, j'ai pas à vous répondre parce que là, on est vraiment sur de l'ordre du privé» et mon médecin m'a dit que si vous voulez, je peux vous donner ses coordonnées et vous voyez avec. Et là, je me suis dit: «On dépasse toutes les limites» parce que là, c'est même pas légal. Et je me suis dit: «En fait, à chaque fois, on est OK, nous, pour, s'asseoir sur beaucoup de nos droits», tu vois? Même sur le temps de travail, ça va toujours dépasser parce que voilà, on est investi, on fait Mmh. notre travail pleinement. Mais là, en fait, c'est pareil, ça a été la goutte d'eau et là, on était peut-être en mois de avril-mai et là, je me suis dit: «Moi, j'y retournerai pas de toute façon parce que j'ai ordre du médecin de pas y retourner, mais surtout, on me forcera pas à y retourner parce que les gestes barrières». Et je sais qu'il y a des personnes qui y sont retournées, elles ont pas eu le choix, alors qu'elles avaient des grosses pathologies, des grosses maladies, que ça pouvait vraiment les mettre en danger. Donc là, je me suis dit, il y a un manque de considération de l'humain lui-même et donc là, ça a été vraiment la goutte où je me suis dit: «Non, vraiment, vraiment, c'est sûr, C'est j'y fini. retournerai pas. Là, c'est terminé.
ça a été vraiment ça qui a fait, on va dire, déborder le vase et surtout qui m'a fait accélérer aussi mes recherches sur justement comment quitter l'éducation nationale et derrière quel droit j'aurais parce qu'on sait aussi que quand on quitte l'éducation nationale, on n'a pas de droit, tu vois, ça ouvre pas de Rien droit au du tout. chômage, rien Mmh. du tout. Donc je me suis dit comment je vais faire et en fait l'année auparavant, il y avait un nouveau droit qui était la rupture conventionnelle et donc je Oui, m'étais dit je vais demander la rupture conventionnelle. J'ai épluché tous les textes comme je t'ai dit, j'étais juriste hein, donc j'ai lu tous les alinéas, j'ai lu tous les paragraphes, j'ai tout lu et je rentrais potentiellement dans les clous parce que j'avais déjà un projet derrière donc qui mmh, était de lancer mon entreprise et donc c'est pareil même quand tu quittes l'éducation nationale si tu veux faire une rupture conventionnelle tu dois comme faire un mémoire en fait tu dois soutenir ton projet et expliquer quel est ton projet quand tu veux partir donc déjà ça aussi d'accord. c'est quand même particulier mais pourquoi pas Mmh. et donc j'avais tout préparé etc et en fait il s'avère que dans mon département parce que je suis en Île-de-France dans 94 et en fait comme mon département il est déficitaire en gros ils ont rajouté des règles qui n'apparaissent dans aucun texte qui Ah, était qu'on n'accordait pas la rupture conventionnelle aux personnes qui n'avaient pas 5 ans révolus au moment de la demande de la rupture conventionnelle. Donc en fait, moi j'ai tout préparé, etc. Et là, on n'a même pas étudié mon dossier, on m'a juste dit vous avez pas assez d'ancienneté. Salut. bon, tu quand même partie du coup, mais sans Ouais. rupture conventionnelle, mais en prenant tous les risques, de ce que je comprends. Et alors du coup, une fois que tu as sauté le pas, le plus grand décalage entre ce que tu vivais dans le public et ce que tu vis aujourd'hui dans le privé avec le recul, tu dirais que c'est quoi? S'il y en a un? Ouais, je pense que c'est vraiment ce champ des possibles. En fait, je sais Ouais. pas si c'est pour toute la fonction publique ou juste l'éducation nationale. Moi, je vais parler que de ce que je connais. Mmh. Quand on est prof, quand on veut évoluer, on n'a pas beaucoup de choses finalement qui sont ouvertes derrière. Bien sûr, on peut passer d'autres concours, changer de corps, etc. Mais quand on est prof, vraiment que prof, souvent c'est la même chose. On va être directeur, ou on va être prof spécialisé, ou on va aller plutôt au niveau des inspections, CPC, etc. Alors que là, en fait, dans l'entrepreneuriat, tu te dis, si aujourd'hui je fais de la com et demain j'ai envie de faire, j'en sais rien moi, de la pâte à modeler et après j'ai envie de faire du podcast et après j'ai envie de faire de l'architecture, en fait je peux. Et en fait, c'est ça pour moi la grosse différence et aussi le temps que tu peux prendre pour toi-même par rapport au temps que tu as aussi de travail en fait. Mmh. Et ça, pour moi, ça fait clairement la différence, parce que quand j'étais prof, j'avais pas du tout ce temps-là. Tout mon temps était dédié vraiment qu'à mon travail, parce que même si voilà, on n'est pas beaucoup d'heures devant les élèves, toutes les heures de préparation, et même en fait, on a du mal à décrocher. Je me rends compte que c'est vraiment un métier, les fameux métiers passion, où on dort, respire notre classe en fait. Donc c'est vraiment omniprésent partout. Alors que là, en tout cas, avec l'entrepreneuriat, j'ai moins ce truc-là, mais aussi parce que je me suis dit que je voulais pas retrouver ce truc-là. Pour moi, le Oui. métier passion, pour moi, la passion, c'est la passion, le métier, c'est le métier. J'adore mon métier, mais c'est pas ma passion. J'ai d'autres passions à côté pour lesquelles je suis pas rémunérée et qui me permettent justement de vider mon cerveau, de me faire du bien, etc. Mmh. Et c'est pas mon métier. Alors que souvent, quand on est prof, vu que c'est une vocation, qu'on a quand même de l'humain en face de nous, c'est dur, hein, de se dire, Mmh. ok, non, c'est pas ma passion. Aujourd'hui, je vais mettre que la moitié de ma personne. Non, c'est pas possible. On est obligé d'être, Mmh. je pense en tout cas hein, qu'il y a quand même ce truc d'être à 100% là. Et donc, pour moi, c'est ça la très grosse différence entre les deux. Ah, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis et ça résonne aussi, beaucoup quand tu parles de, ces heures. Moi, ce que j'entends, c'est pas un problème de, on veut pas faire d'heures, en fait. Les heures, on les compte pas. C'est ça et en réalité, tu es quand même obligé de tout réfléchir par rapport à ton métier parce que justement comme nous on a toutes les vacances scolaires par exemple, tous nos événements, je sais pas un mariage, j'en sais rien quoi, tous ces trucs-là, en gros on te dit cale-les pendant les vacances en fait. Mmh. Donc même si toi t'es invité à un mariage qui est je sais pas dans une autre région ou quoi que ce soit, on va te dire mais vous avez déjà assez de vacances scolaires, on va pas vous donner un jour de plus ou que sais-je. Ouais. Donc en fait mine de rien, même si c'est pas exactement dit comme ça, enfin si c'est dit comme ça quand tu demandes l'autorisation et qu'on te dit non parce qu'il y a les vacances scolaires, mais c'est Mmh. pas écrit ça. Tu vois quand tu rentres dans le corps des professeurs des écoles, on te dit pas tous tes événements devront avoir lieu pendant les vacances scolaires, rien ne vous Ouais. sera autorisé autrement. Donc c'est aussi ça. On dit souvent que les profs ils sont trop investis, qu'ils donnent trop de leur personne, mais dans les faits, on n'a pas tellement le choix en fait. Est-ce que tu penses que le secteur public, du coup, pourrait s'inspirer de certains aspects du privé? Oui, je pense notamment, justement sur cette répartition du temps perso, temps pro. Mmh. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant hein, qui se rendent compte que un salarié heureux, c'est un salarié performant. Et je Mmh. pense que ça, c'est vraiment une très très grosse avancée que devrait aussi prendre la fonction publique en fait, de se rendre compte qu'on est un être humain en entier, qu'on a aussi des besoins et que si on est malheureux
en tout point, on pourra pas du tout être ni heureux au travail et ni performant nulle part. Ouais, Donc c'est tout à fait. aussi se demander comment on va accompagner notre salarié dans son bien-être plutôt que avoir justement un salarié en arrêt, en burn-out ou que sais-je et devoir soit le remplacer ou soit faire sans lui. Et si jamais, voilà, si tu rencontrais quelqu'un un fonctionnaire ou un agent public qui hésite à passer dans le privé, quel conseil tu lui donnerais? Franchement, c'est une bonne question parce que moi finalement, j'ai pas fait non plus j'ai pas beaucoup de d'années d'expérience dans le privé. Mmh. Du coup, moi, j'ai envie de lui dire, un peu de faire comme il le sent. Mmh. C'est-à-dire, comme je disais, moi, mon moteur, c'est vraiment la passion, le bien-être et si je sens que je suis pas bien, à un endroit, je vais essayer de voir déjà comment améliorer, ce bien-être, on va dire, à cet endroit-là et si ça marche pas, en changer. Mais pour moi, c'est pas tant une question de privé, public, entrepreneur et cetera. C'est plus aussi, au niveau de la culture de l'entreprise elle-même. Parce que dans le privé, on entend aussi des choses, horrible et Tout à dans fait. certains secteurs publics, ça se passe très bien. Donc pour moi, c'est pas tant une question, de statut ou quoi, c'est vraiment une question, qui est beaucoup plus large et surtout toujours partir de soi. C'est très beau et c'est tout à fait vrai, on oppose souvent le privé et le public alors qu'en fait Et ça dépend de nos propres besoins. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais dans l'éducation nationale, j'avais un grand besoin de sécurité. oui, Quoi de mieux que la fonction publique pour me le donner? Et en tout à fait, fait. c'était ce besoin-là qui a été rempli au moment où je suis devenue prof des écoles. C'est pour ça que vraiment, moi, cette, expérience, je cracherai jamais dessus parce que au moment où j'y étais, elle a rempli un vrai besoin. Priscilla, si jamais les gens voulaient rentrer en contact avec toi, comment? Dis-nous tout. Partout, partout. Non, mais déjà, on peut me retrouver sur LinkedIn, donc Mmh. avec mon nom, mon prénom, Priscilla Gore et aussi sur, Instagram, rainbowcommunication.fr. Tu t'occupes de communication, du coup? Ouais, exactement. Toute la partie, conseils et formation en communication et aussi la production de podcasts. Oui, qui s'appelle? Ça suffit les conneries. Et sur ce, bonne journée. Bonne journée. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.